Hey, ça fait du bien de vous revoir. Il était temps de revenir sur le terrain. Qui a dit que le film d'action était mort? Pas moi en tout cas. En voici la preuve. À l'orée des années 2000, les films d'action musclés issus des 80s étaient clairement un genre qui agonisait lentement. Les stars de ces mêmes films n'attiraient plus autant les foules, et il n'y avait qu'à jeter un coup d'œil à leur filmographie pour se rendre compte que la qualité n'était plus vraiment au rendez-vous. On pourrait longtemps théoriser sur le renouveau du film d'action, mais à Hollywood, on ne pouvait quasiment compter que sur un seul homme pour changer la donne, John McTiernan. Avec Piège de cristal, il avait déjà modifié le paysage du film d'action, permettant par exemple à des acteurs comme Keanu Reeves, Nicolas Cage ou Will Smith de tenir la tête d'affiche de ce genre de production. Il en remettra une couche avec Une journée en enfer, qui scellera définitivement la manière de concevoir des films d'action durant les années 2000. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Nouvelle époque, donc nouvelles règles, le divertissement d'action allait être aussi influencé par un autre média, la télévision. Avec l'arrivée de séries comme 24 heures chrono ou The Shield, séries eux-mêmes influencées par NYPD Blue, on avait une approche moins fantaisiste de l'action, avec des héros plus humains et une ambiance qui collait plus à son temps. Voilà, maintenant que je vous ai restitué un peu l'époque, il est temps d'aller dans le vif du sujet. En 2002 sort La mémoire dans la peau, tiré du roman de Robert Ludlum. Le film raconte l'histoire de Jason Bourne, interprété par cette tronche d'ado de Matt Damon, un agent secret amnésique traqué par ses anciens employés. Même si ce film semble ouvrir de nouveaux horizons pour le film d'action, La mémoire dans la peau oublie les grandes lignes du bouquin et reste plutôt calme dans ses scènes d'action. Il faudra attendre Paul Greengrass pour passer à la vitesse supérieure. Cette fois, l'histoire se passe 2 ans après le premier film. Jason Bourne coule des jours heureux avec sa copine Mary sur les plages de Goa en Inde. Pourtant, un coup monté se prépare à Berlin. Kirill, joué par Karl Urban, un tueur au compte d'un manier du pétrole, va faire échouer une opération de la CIA et incriminer Bourne. Pour terminer sa mission, il devra retrouver et tuer ce dernier. Dans sa fuite, Bourne perdra sa fiancée, ce qui le déterminera à se venger de la CIA. Démarre alors un jeu du chat et de la souris pour les deux camps. Pour cette suite, les studios font des choix plutôt audacieux. Tout d'abord, Brian Helgeland, non crédité au scénario, qui travaillait sur les excellents Mystic River et Man on Fire. Mais surtout la venue du réalisateur Paul Greengrass, un ancien journaliste anglais qui avait travaillé comme reporter de guerre à la télé en signant de nombreux documentaires sur l'IRA, mais qui s'est surtout fait connaître au grand public par son long métrage Bloody Sunday. On pouvait déjà y voir le style propre à Greengrass, un film tourné comme un documentaire qui implique le spectateur au cœur de l'action, lui donnant ainsi cette impression de réalité. Greengrass avait déjà utilisé le pouvoir des images et du montage pour donner un point de vue à un événement historique. Maintenant aux commandes de La mort dans la peau, le réalisateur va pouvoir utiliser son style dans un genre codé et en perte de vitesse. Do you have a Jason Bourne in custody? Yes, I do. He's an agency priority target. I understand. Sans le savoir, Greengrass va imposer sa marque au film d'action des années 2000, que McTiernan aura déjà théorisé auparavant en 1995. Pourtant, ce nouveau modèle aura apporté du bon comme du mauvais. Du bon tout d'abord, parce que Greengrass sait s'intéresser à son personnage principal. Jason Bourne ne sera motivé que par la vengeance, qui finira par se transformer en quête pour sa propre rédemption. I told you people to leave us alone. I fell off the grid. I was halfway around the world. There's no place that won't catch up to you. Il n'hésite pas à insérer des séquences d'émotion et de tension dans un film de ce genre, comme la scène de la mort de Mary, de l'interrogatoire de Nicky, ou de la dernière confession de Bourne. Greengrass nous dresse le portrait d'un individu conditionné par son instinct de tueur, condamné à vivre à l'écart de la société. Côté réalisation, il y injecte son savoir-faire. Caméra à l'épaule, qui permet d'être au plus près de l'action avec un traitement en longue focale, refus du numérique, lumière limite naturelle, montage nerveux qui colle au plus près des personnages, le tout s'articulant sur des morceaux de bravoure comme la fameuse scène de course-poursuite. Il est amusant de constater que Greengrass sait aussi se jouer du pouvoir des images. Les agents de la CIA et leur incroyable logistique pour surveiller les faits et gestes de notre brave petit Bourne s'avèrent complètement inutiles. Come on, guys, we ran this guy's life with total control for all those years. We should be a step ahead of him. You wanna go home? Find Jason Bourne. Aveuglés par ce flot d'images, ils n'attraperont jamais Bourne, car ce dernier est réellement sur le terrain
et se fie à son propre instinct plutôt qu'à des écrans de surveillance. Un thème que réexploitera Greengrass dans Vol 93, nous montrant une société complètement noyée par les images et ayant oublié son rapport au réel. Mais comme tout film clé, il faut évidemment qu'il soit suivi d'ersatz peu glorieux. C'est ainsi que nous avons eu le droit à des films d'action en montage carrément épileptique, s'amusant à surdécouper ses plans et à secouer sa caméra dans tous les sens pour donner une sensation de vitesse. Dans ces cas-là, cette surstimulation sensorielle déséquilibre complètement la vue du spectateur, qui finira par se remettre uniquement à son audition pour compenser ce manque de lisibilité dans les scènes d'action. Au final, c'est un bon mal de crâne que vous choperez. Toujours plus rapide, toujours plus incompréhensible, ces scènes d'action sont d'ailleurs plus lisibles sur un écran de télévision qu'au cinéma. La mort dans la peau a aussi fait rentrer le film d'action dans une ère plus cynique. On vous prend un acteur prestigieux, on vous le fout dans le même genre d'histoire que Stallone, Schwarzy ou autres Van Damme appréciés déjà à l'époque, sauf que là c'est filmé de façon réaliste, donc on a une caution intellectuelle et artistique. Ajoutez à cela des filtres de lumière numérique bien dégueulasses, le tout mélangé à de la théorie du complot post-11 septembre, à coups de traître à la patrie, de terroristes cachés ou de kidnapping à la mort moelle-neu, et voilà la recette d'un film d'action des années 2000. Comme quoi, Greengrass avait vu juste, les images peuvent facilement nous manipuler. Il reste que la mort dans la peau a bousculé le genre action dans les années 2000, en partie grâce à son héros iconique. Un troisième épisode conclura la saga en 2007, mais que je trouve moins impactant que ce deuxième volet. Quant à Matt Damon, il deviendra l'un des acteurs les plus rentables d'Hollywood grâce à cette franchise.